Donc aujourd'hui, je vais plutôt parler donc de la suite de l'histoire et je vais fonctionner un peu comme hier, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais que j'ai fait une sélection de moments un peu clés qui nous permettent d'illustrer en fait et de tirer en fait des conclusions aujourd'hui en tant que militant révolutionnaire pour nous orienter en fait et quelles leçons un peu stratégiques on peut en tirer. Et du coup, par rapport à ce que j'ai évoqué hier, il y a un truc qui est important, je pense, de voir, c'est qu'il y a cette idée dans l'historiographie bourgeoise, mais aussi en fait chez un certain nombre de courants à l'extrême gauche, par exemple chez les anarchistes, etc., que en fait février, c'était une vraie révolution. C'était la révolution spontanée, libérale, démocratique, des masses elles-mêmes, par en bas, l'explosion révolutionnaire, etc. Mais que ensuite, les choses se sont compliquées et qu'il y a eu octobre qui est présenté en fait comme une confiscation de la révolution par le parti bolchevique et souvent comme, non pas une vraie révolution, mais comme, contrairement à février, un coup d'État. Et du coup, la question, je pense qu'il faut se poser un peu pour aborder cette séance, c'est est-ce que finalement, on est condamné à une insurrection spontanée non victorieuse ou alors à une révolution qui est dirigée, qui est victorieuse, mais qui ensuite se stalinise, dégénère en bureaucratie, etc. Et pour répondre un peu à ça, je vous propose en fait de d'abord aborder un épisode d'août 1917, qui est le putsch de Kornilov. Je vais expliquer un peu. En tant en fait que démonstration du fait que la conciliation en fait n'est pas une option dans la confrontation en fait de la révolution à la contre-révolution. Ensuite, d'aborder un autre moment qui est quand même un peu crucial, c'est celui de l'insurrection d'octobre 1917, non pas en tant que coup d'État, mais précisément en fait en tant qu'œuvre du prolétariat lui-même. Et enfin, comme troisième moment, de se pencher un peu sur la période qui suit l'insurrection, qui se passe du coup pendant la guerre civile, en tant en fait qu'exemple de pourquoi la résolution bureaucratique stalinienne de la crise n'était pas gravée dans le marbre, n'était pas inévitable. Donc, je vais essayer de reprendre un peu le fil de la séance précédente. Hier, on s'était arrêté aux journées de juillet, à un moment de grande impatience des masses, de l'avant-garde en fait révolutionnaire des ouvriers, des prolétaires de Pétrograd, qui, ayant commencé à rompre en fait avec leur direction réformiste qui dirige à ce moment-là le Soviet, leur organe d'auto-organisation à Pétrograd, deviennent en fait de plus en plus convaincus par le mot d'ordre des bolcheviks, tout le pouvoir aux soviets, veulent descendre dans la rue, veulent prendre le pouvoir à ce moment-là et ont des armes, c'est des ouvriers en armes qui du coup poussent en fait pour une insurrection à Pétrograd et où les bolcheviks vont accompagner ce mouvement tout en le freinant malgré tout parce qu'ils pensent que ça n'est pas le bon moment et que fort en fait de l'étude un peu des expériences du passé et des révolutions passées qu'elles soient victorieuses ou qu'elles soient des échecs, qui pensent en fait qu'on risquerait d'avoir un truc un peu comme la Commune de Paris, avec une commune de Pétrograd qui, certes, il y aurait le pouvoir des ouvriers dans la capitale, mais ça ne durerait que quelques mois avant de se faire écraser dans le sang, comme la Commune de Paris, parce que le reste du pays, à ce moment-là, n'est pas mûr et n'a pas encore fait ce chemin-là qu'ont fait une partie des masses de Pétrograd en juillet, pardon. Et donc, ils vont un peu essayer de limiter les dégâts en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'insurrection à Pétrograd à ce moment-là. Il va y avoir des journées de révolte quand même des ouvriers et des soldats dans la capitale. Et il va y avoir une répression, mais ça ne va pas se transformer en insurrection. Et donc, après les journées de juillet, il y a une vague de réactions importantes, de répression, y compris même de saccage, par exemple, des locaux des bolcheviks, d'arrestation de militants, etc. Et il y a en fait cette vague de réaction, elle va se poursuivre en fait
En gros, jusqu'à ce qu'arrive une tentative de coup d'État militaire par le général Kornilov fin août 1917, qui du coup est un général issu vraiment du tsarisme, du régime tsariste qui a été renversé pendant la révolution de février, et qui a été en fait nouvellement nommé chef d'état-major des armées par le chef du gouvernement provisoire à ce moment-là, qui s'appelle Kerensky. Et le but de Kornilov, c'est vraiment un général qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'extrême droite, quoi, qui est de s'emparer de Pétrograd, qui est un peu le cœur battant révolutionnaire de la révolution, détruire les organisations ouvrières, dissoudre les soviets, les organismes d'auto-organisation de la classe ouvrière, et instaurer dans le pays une dictature militaire pour ensuite rétablir la monarchie qui a été renversée pendant la révolution de février. Et il y a en fait à ce moment-là une crise ministérielle en juillet qui a donné jour en fait à un second gouvernement provisoire qui est un peu différent de celui qui a été mis en place suite à la révolution de février, qui est toujours soutenu par les forces un peu conciliatrices de la gauche, on va dire, et du mouvement ouvrier, qui sont du coup les socialistes révolutionnaires et les mencheviks, et où la composition a un petit peu changé parce que par rapport au premier gouvernement provisoire où le parti KD, donc c'est le parti de la bourgeoisie libérale, avait plus de ministres, était majoritaire, là c'est les socialistes qui sont en majorité, et notamment Kerensky est un peu issu en fait de cette frange-là, qui sont partis, c'est le Parti du Travail, etc. Mais où en réalité, en fait, l'essentiel du pouvoir est concentré entre les mains des partisans en fait, les plus convaincus du régime bourgeois que la personne de Kerensky en fait, va finir par incarner. Et du coup, face à l'offensive d'extrême droite de Kornilov, qui incarne vraiment en fait, la volonté de retour à l'ordre de la noblesse, de la grande bourgeoisie, il y a un peu une espèce de pression à l'unité derrière le gouvernement provisoire issu de février pour en fait défendre la démocratie et les institutions issues de février. Et on peut penser en fait que face à un tel danger, la bonne tactique à adopter, ce serait, il faut soutenir momentanément le gouvernement provisoire, mettre un peu de côté les divergences et faire alliance contre cette offensive réactionnaire qui veut s'en prendre en fait à tous les acquis de février, à tout ce qui a eu lieu depuis le renversement en fait de la monarchie tsariste. Et en fait, tout au contraire, la tactique des bolcheviks, ça va être de dire que tout en défendant militairement la capitale contre le général Kornilov, de ne rien céder en fait à la lutte contre Kerensky. Et il y a du coup Lénine qui décrit un peu cette façon de procéder à ce moment-là en fait en disant en quoi consiste la modification de notre tactique après la révolte de Kornilov. Parce qu'en fait, Kornilov, du coup, il est séditieux, en fait, il veut faire son coup d'État, il rassemble ses troupes, il rassemble ses généraux derrière lui, etc. Donc, en quoi consiste la modification de notre tactique ? En ce que nous modifions la forme de notre lutte contre Kerensky, sans atténuer le moins du monde notre hostilité envers lui, sans rétracter aucune des paroles que nous avons dites contre, sans renoncer à le renverser, nous disons, il faut tenir compte du moment, nous n'essaierons pas de le renverser tout de suite, nous le combattrons maintenant d'une autre façon et plus précisément en soulignant aux yeux du peuple, qui combat Kornilov, la faiblesse et les hésitations de Kerensky. Nous le faisions déjà auparavant, mais c'est maintenant devenu le principal. Voilà en quoi consiste le changement. Donc pourquoi indiquer en fait un renforcement de la lutte contre Kerensky au moment où il semble en fait qu'on peut tout perdre et que le gouvernement provisoire est un peu finalement un moindre mal contre l'offensive de Kornilov. Déjà, il y a une tâche en fait, d'armer la révolution, de l'armer, non pas tant avec les armes, parce que ça, ils en ont déjà un certain paquet, mais de l'armer politiquement. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que le gouvernement provisoire, qui a été, du coup, pour rappel, établi après la chute du régime tsariste en février, il est dans une sorte d'entre-deux, d'impuissance.
Parce que c'est le renversement du tsarisme qui lui a donné son pouvoir, et en même temps, il est absolument incapable d'accomplir les tâches sociales de la révolution. Les tâches sociales, pour rappel, c'est quoi? C'est en fait se débarrasser de la société de classe en tant que telle, de toutes les formes d'exploitation, d'oppression. Et en fait, comme un peu tout gouvernement de transition entre deux époques, il est profondément instable, ce gouvernement provisoire, parce qu'il essaye en fait de s'élever et de s'ériger en arbitre au-dessus des deux classes antagonistes un peu à ce moment-là, qui sont la bourgeoisie et le prolétariat, qui sont un peu au coude à coude dans la lutte pour le pouvoir, puisque le gouvernement provisoire va un peu représenter la démocratie libérale, la démocratie bourgeoise, et de l'autre, on a, il ne faut pas l'oublier, les soviets qui, par en bas, en fait, dirigent concrètement en fait, une partie du pouvoir. Et ça, pour la bourgeoisie, quand elle voit cette faiblesse du gouvernement provisoire, ça n'est pas acceptable. Et face à cette politique un peu temporisatrice du gouvernement provisoire, et après en fait les journées de juillet qui ont dû être réprimées et qui ont fait aussi très peur en fait à la bourgeoisie, toute cette histoire de révolution, ça commence à avoir assez duré, et maintenant il est temps de rétablir l'ordre, et pour ça d'employer les grands moyens, c'est-à-dire Kornilov. Et du côté en fait du prolétariat, ces oscillations, ces hésitations-là, c'est aussi celle en fait des partis réformistes qui sont élus encore à la tête du Soviet et qui continuent d'apporter leur soutien au gouvernement et qui en cela en fait tendent à paralyser et à désarmer en fait par en haut les masses, alors que la réaction, elle, pendant ce temps-là, elle est en train de se monter. Kornilov, il rassemble ses troupes pour marcher sur Petrograd, etc. Et autrement dit, on arrive un peu dans un moment où le gouvernement provisoire devient un obstacle à l'écrasement par les masses révolutionnaires de l'offensive de Kornilov. La réponse des bolcheviks à ce moment-là, c'est de dire en fait que l'heure, elle est à l'action, qu'il faut faire la guerre à Kornilov avec des méthodes révolutionnaires, en entraînant les masses, en les exaltant, et en disant en fait Kerensky a peur des masses, il a peur du peuple, et du coup ces méthodes en fait révolutionnaires, c'est quoi? C'est l'auto-organisation de la défense militaire de la capitale. Et les bolcheviks ils vont jouer un rôle important en fait dans la structuration de l'unité, non pas par en haut, mais de l'unité par en bas, et d'une forme de premier avatar en fait, d'un front unique ouvrier par en bas, où l'ensemble en fait, des organisations ouvrières et populaires, révolutionnaires mais aussi réformistes de la capitale, vont s'organiser en fait, dans une organisation commune pour la lutte, qui s'appelle le Comité pour la lutte contre la contre-révolution. C'est un peu compliqué comme titre. Mais du coup, avec les bolcheviks au premier rang, cette auto-organisation par en bas de la défense militaire de la capitale va s'organiser. Mais aussi avec aussi des ouvriers du rang qui sont qui ont plutôt peut-être des sympathies mencheviques ou socialistes révolutionnaires, etc. Et du coup, les régiments de la capitale vont se mettre en ordre de bataille en se préparant en fait à ce que Kornilov arrive. Les ouvriers vont s'organiser en détachements armés, vont faire un peu des équipes volantes pour essayer d'aller arrêter les agitateurs qui font de la propagande pour le putsch de Kornilov en disant oui c'est bien, il faut que ce truc-là arrive pour qu'on en revienne en fait avant la révolution. Ils vont creuser des tranchées aussi pour se préparer en fait à l'offensive. Et cet effort en fait, il y a un élément en fait de bataille politique dans cette tactique-là, parce que cet effort pour armer les masses, il va nécessairement de pair en fait avec une politique de rupture avec la passivité et les oscillations en fait de Kerensky du gouvernement provisoire, une politique qui dénonce en fait le gouvernement provisoire, qui dévoile son rôle et qui en fait aussi sabre un peu les illusions qui font de lui un rempart en fait contre la réaction. Pour au contraire en fait le faire apparaître comme son antichambre, en montrant aussi que finalement il est totalement sa faiblesse en fait face à la lutte contre l'offensive réactionnaire.
Et en ce sens, Lénine il va proposer un certain nombre de mots d'ordre dans une logique un peu transitoire, de manière en fait à ce que les masses prennent davantage confiance dans leurs propres forces. Et il dit il faut dire à Kerensky d'armer Petrograd, d'arrêter les généraux qui ont apporté leur soutien à Kornilov, de traduire en justice les journaux bourgeois qui ont salué l'offensive de Kornilov. Et il écrit « Ce n'est pas seulement à Kerensky, gouvernement provisoire, que nous devons présenter ces revendications, ce n'est pas tant à Kerensky qu'aux ouvriers, aux soldats et aux paysans entraînés dans la lutte contre Kornilov. Il faut les entraîner plus loin, les encourager à rosser les généraux et les officiers qui se sont prononcés pour Kornilov, à arrêter et à traduire en justice les journaux bourgeois qui ont salué l'offensive, etc. » Et en fait, le dénouement de cette affaire, c'est un peu la démonstration de la justesse de cette politique, puisque le putsch est avorté, tout simplement parce que les ouvriers et les principales garnisons de Petrograd se sont mobilisés. Et en fait, Kornilov n'arrive même pas à approcher ses troupes de Petrograd, parce que ces troupes voyagent en train, et qu'elles sont systématiquement ralenties et égarées par les cheminots, qui les envoient dans des voies de garage où ils ne se retrouvent pas, ils se perdent en fait les uns les autres. Et ils n'arriveront jamais à atteindre la capitale. Et cette tentative aussi, sur le fond un peu de cette politique, cette tentative de coup d'État en fait va finir de discréditer les autorités officielles, tout comme en fait les courants réformistes qui continuent de les soutenir, alors que la participation aux côtés des travailleurs à la défense de la capitale, elle fait gagner en fait une énorme autorité aux bolcheviks et elle les renforce considérablement. Quelle conclusion on peut un peu tirer de cet épisode-là? C'est que déjà, dans un processus révolutionnaire, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de montée nécessaire vers les extrêmes. C'est révolution ou contre-révolution. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux en fait, entre ces deux voies-là, puisque à un moment donné, on le voit dans ce qui se passe avec l'offensive de Kornilov, c'est que si la révolution n'avance pas, c'est la contre-révolution qui relève la tête. Et du coup, la question qui se pose, et la deuxième conclusion un peu, c'est comment, en tant que révolutionnaire, comment intervenir là-dedans. Et c'est là qu'on voit en fait que plus la confrontation avec la bourgeoisie dans la lutte des classes se fait dure, se fait violente, et plus la conciliation en fait devient particulièrement dangereuse. Et si on nous explique finalement qu'il faut arrêter de chercher des noises aux réformistes, qu'il faut s'unir pour ne pas tout perdre, etc., au contraire, plus la lutte des classes s'intensifie et plus la bataille en fait contre leur politique est une tâche centrale. Je disais du coup que ça avait considérablement renforcé les bolcheviks parce que en fait c'est à partir d'août que leur position, leur mot d'ordre un peu principal depuis avril 1917, tout le pouvoir aux soviets, de dire qu'il faut renverser le gouvernement provisoire et que le pouvoir se passe entre les mains en fait de l'autre pouvoir qui existe, c'est-à-dire les soviets. Ce mot d'ordre-là va commencer en fait à devenir majoritaire dans la plupart des soviets après cet épisode-là d'août. Et tout ça, du coup, ça nous amène à octobre 1917, qui est le moment de la prise du pouvoir. Et du coup, on a vu, et j'ai essayé de le montrer là dans cet épisode-là, mais aussi hier, mais que le rôle du parti, il est décisif, mais justement, par rapport à ça, il y a un peu... octobre est vraiment souvent présenté comme une sorte de putsch d'une minorité agissante sans le soutien des masses, à l'inverse justement de février, etc. Et ça, en fait, c'est une véritable réécriture en fait, de l'histoire, puisque au contraire, octobre, c'est l'accomplissement d'une véritable insurrection prolétarienne de masse dont le parti finalement n'est qu'un moyen. Toute son activité au parti bolchevique se comprend en fait au regard de cet objectif-là qui est conduire en fait le prolétariat à la conquête du pouvoir. Un coup d'État, déjà, c'est quoi ? C'est un acte de force qui est réalisé par une minorité organisée qui va s'approprier le pouvoir politique et qui va l'exercer contre
la majorité du peuple. Et c'est pas du tout ça qui se passe en octobre 1917. Et déjà, c'est pas, pour commencer, ce que veulent les bolcheviks, parce que pour eux, il est d'abord nécessaire en fait de gagner en influence à l'intérieur des soviets, à travers les organes de lutte en fait du prolétariat, pour un peu essayer de conquérir sérieusement le pouvoir et pas en fait avec les méthodes d'une petite avant-garde détachée des masses. Pour ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez peut-être de l'exemple dont je vous ai parlé au tout début, celui des Narodniki, ces militants populistes qui faisaient des attentats pour essayer d'éveiller la conscience des masses et qui en fait à la dernière instance avaient fini par les isoler et les couper du reste de la population et à faire s'abattre une répression en fait importante sur eux et à ne pas du tout les aider à prendre le pouvoir. Et c'est aussi en contrepoint en fait de cette tradition-là que s'est forgée la tradition marxiste en Russie. Et c'est ainsi en fait que la décision de préparer l'insurrection d'octobre, elle va être prise par les bolcheviks une fois que la décision de faire passer tout le pouvoir aux soviets est devenue majoritaire dans les soviets, qui représentent en fait l'essentiel des forces vives du prolétariat et des soldats et aussi de la paysannerie dans le pays. Et donc c'est comme ça qu'en fait à partir de fin août, début septembre, les bolcheviks, qui, il faut le rappeler, en fait jusque-là avaient toujours été minoritaires en fait dans les soviets, ils avaient des délégués, les ouvriers votaient pour eux, etc. Mais ils étaient minoritaires, ils vont gagner la majorité. Ça va commencer, le soviet de Petrograd, ça faisait un moment qu'ils avaient une certaine influence, mais ça va commencer par le soviet de Moscou qui va basculer en fait en leur faveur, et ceux des autres villes vont basculer ensuite les uns après les autres au cours de septembre-octobre. Et du coup, en fait, ce renforcement-là, il s'explique aussi notamment par le fait que le gouvernement provisoire, il est affaibli, il a perdu la confiance en fait des ouvriers et des soldats, et la position du coup de le renverser, de donner tout le pouvoir aux soviets, a gagné en légitimité à la base, en débarrassant un peu en fait les soviets de l'impuissance à laquelle en fait les condamnait leur direction réformiste depuis février. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'insurrection, elle sanctionne un peu politiquement quelque chose qui est un fait depuis plusieurs semaines et qui est en fait que, alors que le gouvernement provisoire est affaibli, les soviets contrôlent la très vaste majorité de la production et de l'organisation concrète de la société. Autrement dit, c'est un basculement institutionnel en fait qui consacre un bouleversement qui a déjà eu lieu dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les travailleurs et les soldats qui contrôlent les entreprises, qui gèrent le ravitaillement. C'est les milices ouvrières qui patrouillent en fait, dans les districts pour empêcher les pillages, les vols, etc. C'est les travailleurs des chemins de fer qui peuvent décider qu'aucun train ne circule ou de paumer Kornilov en rase campagne. Et en fait, pendant que les organes du soviet se substituent au pouvoir officiel, celui-ci, il apparaît de plus en plus impuissant, il se retrouve totalement dépossédé de son pouvoir. Pour ceux qui étaient là hier soir au film La bataille du Chili, c'est un peu ce qui se passe à un moment donné en fait, au Chili, sauf que vous imaginez ça puissance 1000 en fait. Et puis surtout, le reste et le dénouement va être un petit peu différent. Et en fait, la prise du pouvoir, l'insurrection va se faire un peu en deux temps. D'abord, en fait, la prise en fait, de tous les centres stratégiques de la capitale qui vont tomber en fait, sous le contrôle du soviet la nuit du 24-25 octobre. Et puis ensuite, le 25 et 26 octobre, la prise du palais d'hiver qui, du coup, abrite en fait, ce qui reste du gouvernement provisoire, qui va être un peu le dernier acte en fait, de ça. Et ce qui est très frappant, à rebours un peu de l'image qu'on a des révolutions comme un truc absolument violent, sanglant, etc., c'est que cette prise du palais d'hiver, elle se fait sans effusion de sang. Il y a très peu de morts, très peu de blessés. Je ne sais plus si c'est le 24-25 ou le 25-26, mais en tout cas, il y a une des deux nuits où il n'y a pas de morts. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je viens de l'expliquer un peu, il y a une grande partie du pouvoir qui était déjà entre leurs mains.
Et en fait, le lendemain de l'insurrection, il y a un témoignage qui est assez frappant par rapport à ça. C'est celui d'un journaliste américain qui s'appelle John Reed, qui a écrit ce bouquin, Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, et qui était un observateur, en fait, tout un tas de journalistes étrangers au moment de la révolution d'octobre. Et il écrit, donc ça c'est le lendemain de l'insurrection, il écrit « Nous apercevions les tramways, la foule, les devantures illuminées, les réclames électriques de cinéma. La vie continuait comme à l'ordinaire. » Donc ce qui va à rebours, en fait, les journalistes étrangers sont très étonnés parce que ça va complètement à rebours de l'image qui s'était faite d'une révolution. Et ce qui évite du coup un quelconque acte sanglant à ce moment-là, c'est précisément l'ancrage de la révolution dans les organismes d'auto-organisation du prolétariat et le fait que le moment choisi pour la prise du pouvoir, il correspond à un rapport de force qui, à ce moment-là, bascule du côté du prolétariat. Dans tout ça, c'est quoi le rôle du parti ? Il va jouer un rôle un peu central en fait, dans la préparation et dans le succès de l'insurrection. Et c'est là que c'est un peu un outil, on va dire, conspiratif dans le fait de faire advenir un peu l'insurrection. Il faut savoir que à partir du moment où la position des bolcheviks a gagné la majorité, Lénine, qui du coup est à nouveau en exil parce que voilà, il y a eu la répression suite à Juillet, etc., il va pousser à fond pour l'insurrection en disant que la crise est mûre et à partir du coup de septembre, il va envoyer des lettres au CC, au comité central du parti bolchevique, qui vont dans ce sens-là. Et en fait, c'est à nouveau l'objet d'une bataille politique intense où, encore une fois, Lénine va se retrouver mis en minorité par rapport au reste des dirigeants du parti bolchevique qui, dans leur majorité, sont ultra sceptiques sur le rapport de force et qui disent mais en fait, est-ce qu'on n'est pas comme dans la même situation qu'en juillet ? Est-ce que le moment n'est pas prématuré ? Et est-ce que ça risque pas de finir en échec ? Et cet épisode-là montre aussi pas mal en fait la preuve d'absence un peu d'unanimité derrière un chef, parce que c'est la deuxième fois que dans des moments cruciaux, un des camarades les plus respectés en fait de l'organisation se retrouve totalement mis en minorité. Et pour l'anecdote, en fait, il envoie tout un tas de lettres au comité central, et en fait celui-ci va se dire mais qu'est-ce que c'est que ces lettres ? Si ça se trouve, c'est peut-être même plus Lénine qui nous écrit, c'est un agent provocateur qui veut nous faire pousser à des actes complètement irréfléchis. Et il décide de garder les lettres secrètes et de brûler les copies des lettres pour pas que ça donne lieu peut-être à, on ne sait pas, des actes irréfléchis. Bon, sauf que Lénine va réussir à convaincre la direction du parti bolchevique et ça va être un moment de bataille politique. Et une fois que le principe de l'insurrection est adopté, malgré tout, il va encore y avoir en fait une opposition de deux camarades qui sont Kamenev, dont je vous avais déjà parlé hier, qui était un des deux militants avec Staline qui restait en fait en février et qui avait apporté leur soutien au gouvernement provisoire, et un autre camarade qui s'appelle Zinoviev. Et du coup, Kamenev et Zinoviev, ils sont toujours pas d'accord avec le fait de préparer l'insurrection et ils vont jusqu'à publier dans la presse bolchevique des informations, des plans en fait de l'insurrection, c'est-à-dire ils vont révéler des informations potentiellement à la réaction au gouvernement provisoire, etc. Et en fait, ce qui montre encore une fois le niveau un peu de démocratie interne du parti bolchevique, c'est que malgré Lénine va être absolument furieux, il va les traiter de briseurs de grève, etc. Mais malgré cette erreur-là, ses camarades ne vont pas être exclus de l'organisation. On va considérer que, bon, ok, ils se sont trompés, mais ils peuvent quand même jouer un rôle dans la suite de l'insurrection. Et pour l'explication un peu de quels arguments Lénine va utiliser pour convaincre de sa position, il dit en fait non seulement le parti peut, mais il doit faire l'insurrection tant qu'il est encore temps, en fait, dans la fenêtre de tir qui s'est ouverte. Parce que si on attend,
Le gouvernement, il va réprimer les paysans là, qui sont en train de commencer à se soulever à travers le pays et à prendre en fait, les grandes propriétés par eux-mêmes, quoi, et on ne pourra pas faire la jonction avec leur mouvement. Si on attend davantage, les ouvriers qui sont beaucoup plus en fait, mûrs pour justement une insurrection que par rapport à juillet, ils vont perdre patience et ils vont peut-être en fait, se livrer à des actions directes, pas coordonnées, un peu à la manière de ce qui s'est passé en juillet, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est là qu'on voit que ce qu'offre un peu le parti en fait, dans un moment comme ça, c'est aussi l'importance du choix du bon moment dans le déclenchement du soulèvement. Et il y a Trotsky qui utilise en fait, la métaphore par rapport à ça de l'accoucheur ou de l'accoucheuse pendant une grossesse, en fait, que le parti va être un peu cette force, cette intrusion dans un processus qui est déjà mûri en fait, et qui est déjà en cours pour justement le faire déboucher. D'autre part, dans la planification de l'insurrection, c'est pas possible de pas mentionner le rôle de Trotsky, et ça permet aussi d'illustrer en fait un peu les éléments de conspiration dans l'organisation pratique de l'insurrection. Parce que c'est à son initiative, puisqu'il a été élu en septembre président du Soviet de Pétrograd, qu'est formé le CMR, qui est du coup le comité militaire révolutionnaire, et qui est composé de bolcheviks en majorité, mais aussi de socialistes révolutionnaires de gauche, qui du coup, comme vous vous en doutez, sont en train de rompre avec les socialistes révolutionnaires qui sont toujours en train de soutenir le gouvernement provisoire, qui eux ne sont pas d'accord avec cette position, qui s'accordent avec les bolcheviks sur le mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets. Et ce comité militaire révolutionnaire, il va permettre en fait aux soviets tactiquement, on va dire, de préparer l'insurrection et d'organiser ses troupes, mais sous une bannière défensive, pour ne pas aussi attirer de la même manière l'attention de la réaction ou du gouvernement provisoire. Sous une bannière défensive, c'est-à-dire que en fait, face au danger, il y a déjà eu Kornilov, mais aussi face au danger en fait, d'une offensive de l'armée allemande, de l'envoi aussi de forces contre-révolutionnaires sur la ville, le comité militaire révolutionnaire va obtenir en fait, toute l'autorité politique pour armer l'ensemble des travailleurs, pour justifier en fait, de les armer tous, de mobiliser en fait, les garnisons, les marins, dans la défense de Pétrograd. Et c'est un peu dans ce moment de bascule où en fait, les régiments vont jurer allégeance aux soviets et à son comité militaire révolutionnaire et non pas au gouvernement provisoire que Kerensky, à la tête du gouvernement provisoire, va perdre la totalité en fait, de ses forces armées pour freiner l'insurrection, ce qui va permettre de concrétiser cette insurrection. Et de la même manière, en fait, l'initiative un peu du soulèvement n'est pas tant prise par le comité militaire révolutionnaire que par le gouvernement provisoire qui va lancer une offensive en ordonnant en fait, l'arrestation des membres du comité militaire révolutionnaire et qui du coup va forcer, entre guillemets, le comité militaire révolutionnaire à répondre. Et c'est à partir du commandement du CMR que le 24 octobre, les bataillons ouvriers qui vont occuper d'abord du coup les infrastructures stratégiques de la capitale, donc le télégraphe, le téléphone, la banque centrale, etc., isoler le centre du pouvoir et le lendemain prendre le palais d'hiver en finissant du coup à ce moment-là avec le gouvernement provisoire, tandis que ça coïncide avec du coup le congrès des soviets qui le premier moment en fait, du pouvoir ouvrier qui le congrès des soviets va assumer le pouvoir et va nommer un premier gouvernement révolutionnaire à majorité bolchevique et avec aussi des éserds de gauche. En conclusion, ce que démontre un peu l'insurrection d'octobre, c'est l'importance en fait, de cette dialectique entre le parti et les soviets. Parce que l'EMA, c'est vraiment le commencement et la fin de l'insurrection, mais pour que cette insurrection soit victorieuse, elle a besoin d'un moyen qui va être du coup le parti révolutionnaire. Et c'est de cette articulation que naît en fait la force qui va être capable de réaliser l'insurrection d'octobre. Bon, la révolution d'octobre 1917, elle a été victorieuse. Mais, comme vous le savez, la
la Russie actuellement n'est pas un pays communiste et les choses ont quelque peu mal tourné ensuite et la révolution d'octobre 17 va être suivie par un épisode que généralement on connaît plutôt très bien parce qu'on l'a étudié dans nos cours d'histoire, qui est un épisode de dégénérescence, de réaction, la dictature stalinienne. D'où un peu l'argument qui assimile systématiquement le communisme au stalinisme et qui consiste à dire que la révolution russe et la prise de pouvoir d'octobre étaient un peu destinées à se transformer en régime bureaucratique et totalitaire. Au contraire, le processus de bureaucratisation, le fait que le stalinisme l'emporte, c'était quelque chose qui était loin d'être inévitable. Et c'était c'était contenu ni dans le parti lui-même, ni dans le cours même des événements d'octobre. Le moment qui va nous intéresser ici et qui illustre ça, c'est la période de ce qu'on va appeler la guerre civile, après la prise du pouvoir, et qui dure jusqu'en 1921. Il faut savoir que c'est une période à peu près aussi dense que la période que je viens de vous exposer en fait, de février et octobre 17, et que c'est une période qui mériterait quasiment un topo à elle toute seule, et que donc vous m'excuserez si j'ai dû sélectionner aussi un certain nombre d'éléments, mais dont on pourra revenir par ailleurs dans la discussion sur ce que j'aurais pas forcément mentionné. Déjà, pour ceux qui disent que la révolution menait tout droit à la dictature, il faut rappeler que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et que les choses, elles se sont passées un tout petit peu différemment en 1917, rien que en fait, sur le déclenchement de la guerre civile elle-même, puisque les bolcheviks et leurs alliés socialistes révolutionnaires de gauche vont s'efforcer en fait, de réduire par les négociations tous les soulèvements, même armés, y compris en fait les soldats révolutionnaires rouges du coup ont ordre de ne pas tirer les premiers, et l'idée c'est un peu d'essayer de démontrer en fait que ils veulent pas la guerre civile, et notamment en fait au début les officiers qui sont faits prisonniers, y compris même des généraux comme un général qui s'appelle Krasnov, sont libérés aussitôt sur parole de ne pas reprendre les armes contre les soviets. Et ça, c'est la même attitude en fait, qui opère un peu dans toutes les villes russes insurgées, y compris à Moscou, où en fait, les forces réactionnaires, les armées blanches, ont fusillé en fait, sans autre forme de procès les ouvriers dans le cours en fait, de l'insurrection de Moscou, qui est un petit peu plus sanglante quand même que celle de Petrograd, parce que la réaction se défend un petit peu plus. Mais la plupart, évidemment, vous vous en doutez, de ces généraux et de ces officiers qui veulent en fait, le retour de la monarchie ne vont pas tenir leur parole et à peine libérés en fait, vont former les cadres de l'armée blanche dans les mois qui vont suivre. Ça, c'est un peu sur le déclenchement de la guerre civile. Maintenant, sur le fait que... sur la question plus de le fait que ça ne mène pas directement à la dictature, il faut souligner le fait que dans l'État fondé sur le pouvoir des soviets, c'est une vraie explosion démocratique en réalité qui accourt. C'est un bouleversement sans précédent dans les rapports de propriété et de pouvoir. Et pour ça, il suffit en fait de voir les premières mesures prises dans les premiers mois et la première année en fait, du nouveau régime pour le voir. Et même dans les premières heures, en réalité, puisque dès le premier jour, le Congrès des soviets va adopter les décrets sur la paix et sur la terre. Je peux vous lister en fait un certain nombre de mesures qui vont être prises à ce moment-là. Abolition du vieux système judiciaire, séparation de l'Église et de l'État, établissement du mariage civil, octroi aux femmes de droits égaux à ceux des hommes, abolition de toutes les divisions en castes, les nobles, les marchands, les paysans, et de tous les titres et privilèges, institution de l'assurance maladie et chômage, contrôle ouvrier sur les entreprises, nationalisation de toutes les banques privées, proclamation de la souveraineté et de l'égalité des peuples de la Russie et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, jusque et y compris à la séparation et à la constitution d'un État indépendant, et abolition de tous les privilèges nationaux et religieux. Et en fait, c'est l'extension à l'ensemble de la vie sociale des principes démocratiques, jusque, y compris dans les petits détails
de la vie quotidienne, un véritable renversement du monde. Et par rapport à cette espèce de renversement du monde que produit la Révolution, il y a un historien qui n'est pas marxiste d'ailleurs, qui s'appelle Marc Ferro, qui a écrit une histoire de la Révolution russe également, et qui décrit en fait comment, et je le cite, « À Odessa, les étudiants dictent aux professeurs un nouveau programme d'histoire. À Pétrograd, des travailleurs obligent leurs patrons à apprendre le nouveau droit ouvrier. À l'armée, des soldats invitent l'aumônier à leur réunion pour donner un nouveau sens à sa vie. Et enfin, dans certaines écoles, les petits revendiquent le droit à l'apprentissage de la boxe pour se faire entendre et respecter des plus grands. » Et ça montre un peu cette espèce de renversement qui se produit dans ces mois-là et qui étend en fait tous ces principes démocratiques-là à tous les aspects en fait où tout le monde y va un peu de son grain de sel à ce moment-là. Et c'est le moment en fait où la plupart des fonctions qui sont d'habitude réservées à un État séparé de la société sont de plus en plus en fait entre les mains des prolétaires et des couches populaires eux-mêmes en fait. Petite nota bene en fait par rapport à ça, si vous avez peut-être vu le titre de cette séance, c'est Préparation de l'insurrection et dictature du prolétariat. En fait, c'est un peu ça le vrai visage de ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que en tant que marxiste, on distingue la forme politique et la domination économique et sociale. Et c'est comme ça en fait qu'on peut dire à la fois qu'on est dans un régime actuellement ici en France de démocratie bourgeoise et sous la dictature économique de la bourgeoisie. Et que cette domination économique de la bourgeoisie, si vous avez peut-être assisté au topo sur le fascisme, cette domination économique de la bourgeoisie, elle peut prendre plusieurs formes politiques. Ça peut être en effet la démocratie bourgeoise, mais ça peut aussi être le bonapartisme, le fascisme, etc. Et si la dictature du prolétariat, elle est beaucoup plus démocratique que la dictature de la bourgeoisie, c'est parce qu'elle substitue la dictature d'une minorité sur la majorité à la domination sociale et politique de la majorité qui restreint des libertés, mais lesquelles, en fait, celles d'exploiter des capitalistes et des oppresseurs. Il y a une anecdote absolument incroyable de la révolution russe où c'est les ouvrières du textile qui mettent leurs patrons dans des brouettes pour les virer de l'usine et pour qu'ils ne remettent plus les pieds là et qu'ils n'aient plus jamais leur mot à dire. Sur la question de l'internationalisation de la révolution, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'isolement économique et militaire de la jeune Russie soviétique, ça va être quelque chose qui va être les bases en fait économiques de la montée en fait d'une couche bureaucratique et que cet isolement économique et militaire il n'était pas gravé dans le marbre. Parce que les grosses causes, on va dire, qui vont nourrir les bases sociales de ce qu'on appelle la bureaucratisation, elles sont dues à un processus d'isolement, d'une part de la guerre civile, qui va être déclenchée en fait par la concertation entre 14 pays, des puissances impérialistes majeures de l'époque, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, et des États plus secondaires, un peu vassaux, qui vont armer les contre-révolutionnaires, qu'on appelle du coup les armées blanches qui font face aux armées rouges, qui, voire en fait carrément, vont envoyer des troupes pour le rétablissement du pouvoir monarchique. Il faut savoir que au moment de la Révolution de 17, on est en pleine Première Guerre mondiale, que ces puissances impérialistes vont choisir consciemment de démobiliser des troupes de leur guerre impérialiste de ce moment-là pour les envoyer mater la Révolution russe. Et on avait vu en fait que la prise du pouvoir s'était faite sans effusion de sang, et à l'inverse, en fait, ces effusions de sang vont venir essentiellement de ceux qui vont tout faire pour préserver leurs privilèges et leur pouvoir. Et c'est la guerre civile par rapport à ça une destruction absolument sans précédent. Quand on lit un peu les mémoires des
des généraux de l'armée blanche, parce qu'ils ont tous survécu quasiment. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont morts du typhus ou des trucs comme ça, mais ils ont quasiment tous survécu. Ils ont écrit des mémoires. Et ils disent, quand on passait quelque part, on ne laissait absolument rien derrière nous, on éclatait les rails des chemins de fer, on brûlait les infrastructures, etc. On ne laissait absolument rien derrière nous pour que ces saloperies bolcheviques ne puissent pas récupérer le pays, quoi. Et donc les infrastructures sont absolument défoncées. Ça, c'est le côté un peu matériel de la chose, mais surtout, on a une classe ouvrière qui est véritablement amputée en fait, de milliers de morts. À l'issue de la guerre civile, il faut voir que le prolétariat industriel, à l'échelle de la Russie, mais même de Pétrograd, qui était un bastion ouvrier, que les effectifs de la classe ouvrière ont fondu de moitié. Et ça, c'est quelque chose qui va dévitaliser l'auto-organisation à la base des soviets, et ce d'autant plus en fait que pour faire face aux armées régulières qui sont quand même souvent des armées professionnelles, il a fallu un effort supplémentaire de centralisation, de professionnalisation pour monter un peu de toutes pièces une armée rouge qui a dû être fait, qui s'est pas fait du tout simplement d'ailleurs, mais je ne pourrais pas revenir en détail là-dessus. D'autre part, donc je parlais de la guerre civile qui est déclenchée par cette concertation entre les puissances impérialistes. D'autre part, la combinaison de cette destruction avec le faible développement économique du pays, c'est quelque chose qui, sans l'aide en fait, technologique de pays plus avancés, va conduire à la misère et à la famine. Et dans une situation de pénurie, il faut des gens pour répartir les biens insuffisants. Il faut, c'est Trotsky qui dit ça, qui dit en fait le bureaucrate, c'est celui qui va, au début qui n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais qui organise la file pour récupérer la nourriture en fait. Et du coup, pendant que certains travailleurs se détournent de l'auto-organisation, de la gestion commune, pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont faim, ils retournent dans leur village. Il faut voir que dans les campagnes russes, pendant la guerre civile, c'est une telle situation de famine que des gens en sont réduits à manger leurs enfants. Et donc, les gens n'ont plus vraiment la tête à aller aux soviets pour débattre de la suite des mesures, quoi. Et c'est ça qui fonde... pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes en fait, qui se sont intégrées à l'appareil d'État, qui est en forte croissance, qui doit gérer en fait, ce nouveau moment où ils vont bénéficier en fait, au départ de certains privilèges qui sont au départ mineurs, c'est-à-dire pour pouvoir être en état, on va dire, de faire tourner les entreprises, la gestion du ravitaillement, etc., d'avoir une ration de sucre supplémentaire là où d'autres n'en ont pas, d'avoir des bottes là où d'autres n'en ont pas forcément, d'avoir un toit sur la tête, etc. Et c'est ça qui va fonder en fait la naissance d'une couche sociale qui est peu à peu séparée du reste de la population, qui du coup est la bureaucratie. Et pour revenir un peu à ce que tu disais sur le communisme qui est censé être quelque chose d'international, ce qui aurait pu mettre un coup à la naissance de la couche bureaucratique, qui sera celle du coup qui va par la suite confisquer le pouvoir aux travailleurs, c'est la propagation de la révolution internationale. Or, la propagation de la révolution, c'est vraiment... déjà, premièrement, c'est l'obsession des révolutionnaires. Ils étaient persuadés que la révolution, ils la pensaient vraiment comme un maillon en fait, d'un processus international, et ils étaient persuadés qu'il ne fallait pas qu'ils soient isolés au risque en fait, de tout perdre. Et notamment, même par exemple, quand Lénine mène sa bataille pour le fait qu'il faut mener l'insurrection maintenant, c'est parce qu'il a entendu des nouvelles de l'Allemagne où il y a une grève importante qui s'est déclenchée à ce moment-là, et il a ça en tête en fait, en permanence. Et cette propagation de la révolution, ça n'était pas un vœu pieux. Non seulement cette propagation de la révolution, elle n'était pas simplement possible, mais en fait, elle était même très, très probable. Et un peu comme des dominos, en fait, les pays immédiatement à l'ouest de la Russie et partout en Europe de l'Est vont voir des processus révolutionnaires assez importants. Il y a d'abord une révolution en Finlande en janvier 1918,
Il y a la République des conseils en Hongrie en 1919, mais aussi dans les pays plus centraux de l'Europe, il y a en 1919-1920 une vague de grève d'où surgissent des conseils ouvriers en Italie. Ça, c'est pour les gros exemples. Après, de manière plus petite, mais il y a des soviets, par exemple, en Irlande. Il y a tout un épisode qui s'appelle « Les soviets irlandais », etc. Et il y a un petit bouquin qui, je ne sais pas s'il est encore à la librairie, mais qui est aux éditions Les Bons Caractères, qui s'appelle « Quand la Révolution ébranlait le monde ». Ils ne se sont pas trop foulés pour le titre, ils ont un peu piqué à John Reed. Et qui raconte en fait cette vague révolutionnaire européenne entre 1917 et 1923 en Europe, mais aussi les répercussions, les grèves qu'il y a pu y avoir également, par exemple aux États-Unis, etc. Mais là-dedans, le point que tout le monde regarde comme le lieu où se joue la révolution mondiale, c'est l'Allemagne. C'est un des pays les plus développés, en fait, et les plus puissants industriellement et technologiquement de l'époque. Et si vous voulez, avant que se révèle et se confirme, et puis notamment que l'Allemagne perde aussi la guerre, la Première Guerre mondiale, mais avant que se révèle et se confirme la superpuissance américaine, c'est à bien des titres la plus grande puissance mondiale, en fait, l'Allemagne. C'est, si ce n'est qu'à l'inverse d'autres puissances comme la France ou la Grande-Bretagne, elle ne possède pas d'empire colonial, mais par contre, c'est une puissance très, très importante. Et ça fait plusieurs années en fait, que la bourgeoisie est très, très inquiète pour l'Allemagne. Parce que à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était là en fait, qu'il y avait le plus grand parti ouvrier au monde, avec 1 million d'adhérents, des milliers d'associations ouvrières, qui étaient un véritable État dans l'État, etc. Et le choc de la révolution russe, elle va toucher en fait, directement l'Allemagne en 1918, où ça commence en fait, par 400 000 ouvriers en grève à Berlin, et puis en fait, ensuite le pays va se couvrir en fait, de conseils ouvriers. Je vous rappelle que soviet, ça veut dire conseil en russe, donc la bourgeoisie a peur, quoi. Et tout ça, la bourgeoisie a peur, il ne fallait pas être marxiste pour le voir, et je trouve qu'à ce titre, c'est assez significatif de lire ce qu'écrivent les gouvernements capitalistes de l'époque. Du coup, il y a une citation de Lloyd George, qui était le Premier ministre anglais de l'époque, qui est assez révélatrice. En 1919, il évoque le spectre d'un soviet à Londres, et il écrit dans un mémoire confidentiel, je cite, « L'Europe entière est pleine d'un esprit de révolution. Il existe un profond sentiment, non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte des travailleurs contre leurs conditions d'avant-guerre. L'ensemble de l'ordre social existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par les masses de la population, d'un bout à l'autre de l'Europe. » Et il affirme que si l'Allemagne passait aux mains des révolutionnaires, toute l'Europe tomberait dans l'orbite des bolcheviks. Donc autrement dit, si l'isolement militaire et économique de la Russie a bien alimenté les bases en fait, de la bureaucratisation, la perspective en fait, de cet isolement, elle était loin d'être jouée. Si la révolution allemande n'avait pas été écrasée en grande partie grâce au concours aussi des partis réformistes, mais je ne pourrais pas revenir dessus aujourd'hui malheureusement. Il y a un très bon livre sur ça à la librairie que je vous recommande qui s'appelle La Révolution allemande. Mais si ça n'avait pas été écrasé, ça aurait été un renfort considérable pour la jeune Russie soviétique et plus encore, en fait, au-delà de ça, un point de non-retour pour le communisme à l'échelle mondiale. Ça aurait été évidemment, vous vous en doutez, un scénario dans lequel les 14 armées impérialistes et leurs États vassaux qui arrivent en fait à se liguer contre la révolution russe, elles auraient eu un peu autre chose à faire que d'aller envoyer leurs troupes sur la Russie et où la jeune Union soviétique n'aurait pas été condamnée en fait à un tel marasme économique dans lequel elle se retrouve plongée. Troisièmement, ça c'était des éléments qui, on est dans cette situation où la révolution allemande se fait écraser et où du coup il y a cet isolement économique et militaire. Mais la résolution en fait bureaucratique de cette crise, qui est aussi profonde en fait soit cette crise, n'était pas inévitable. Et cette résolution bureaucratique, elle va être le fruit
de batailles politiques intenses et elle va gagner à l'intérieur du parti bolchevique contre la tradition en fait, qui avait fait la force de ce parti et contre quasiment l'intégralité de ses dirigeants. L'intégralité de ses dirigeants, pourquoi ? Parce que dans les années 30, après les procès de Moscou de Staline, en fait, tous les dirigeants du parti de l'époque de la Révolution d'octobre ont été assassinés. Le seul qui est encore en vie, c'est Staline. L'autre seul qui est encore en vie, mais qui est en exil, c'est Trotsky. Et ça montre un peu déjà qu'il n'y a aucune espèce de continuité entre léninisme et stalinisme, entre bolchevisme et stalinisme, parce que s'il y avait eu une quelconque continuité, il n'y aurait pas eu besoin de liquider tous ceux qui avaient dirigé la révolution de 17. Sur le danger déjà des germes de la bureaucratie, c'est quelque chose qui est identifié en premier lieu par Lénine avant sa mort et qui sera combattu pied à pied par des militants. Pareil en fait sur la politique économique à mener en fait pour renforcer économiquement et politiquement une classe ouvrière qui du coup sort affaiblie de la guerre civile. Quelques exemples un peu de cette bataille qui illustrent en fait la résistance du parti de tout ce qui avait été ses principaux piliers face au thermidor stalinien. Pourquoi thermidor ? Parce que c'est Trotsky qui utilise cette analogie avec la Révolution française, cette contre-révolution dans la révolution, c'est-à-dire que la contre-révolution ne va pas venir des tsaristes ou de la bourgeoisie, mais va bien venir de gens qui avaient quand même fait la révolution. Donc quelques exemples de cette bataille. Déjà, la libre discussion à l'intérieur du parti, la liberté de critique, qui va de pair avec une forte unité d'action dont je vous avais parlé dans la première séance. C'est quelque chose qui va être miné en fait par la fraction stalinienne qui va prolonger une mesure qui est la mesure d'interdiction des fractions, une mesure temporaire en fait de crise qui est prise pendant la guerre civile en 1921 dans une période en fait où les dissensions risquent de faire exploser le parti bolchevique. Et la fraction stalinienne en fait, va consciemment prolonger en fait, cette mesure-là en la gravant un peu dans le marbre comme si c'était quelque chose qui avait été soi-disant un principe léniniste, etc. Et alors que cette mesure n'est toujours pas levée, en fait, c'est au sein du parti qu'est publiée une déclaration en fait, signée par 46 cadres de l'organisation qui contestent la politique majoritaire et qui affirment que cette mesure est obsolète. Deuxièmement, sur les conditions matérielles des dirigeants. Je vous avais parlé de l'écart qui va un peu se creuser en fait, entre ceux qui jouent un rôle au sein de l'État ou du parti et les ouvriers, les paysans. Et cet écart en fait, qui va jeter les bases pour une caste privilégiée qui défend ses propres intérêts. Ce phénomène-là, il est conscientisé. Lénine, par exemple, écrit dessus, etc. Et il va donner lieu à deux orientations en fait, très différentes. D'un côté, en fait, toute une frange de militants qui vont ensuite se regrouper autour de Trotsky dans le sillage en fait, de l'initiative de Lénine qui fait plusieurs attaques cérébrales et qui meurt en 1924. Il y a toute une frange de militants qui vont vraiment se casser la tête pour essayer d'identifier les contradictions sociales à l'intérieur de la Révolution, les sources du bureaucratisme, sur en fait, comment éviter de détacher le parti des masses, etc. De l'autre, on a Staline, et en fait les premiers bureaucrates qui le suivent et qui arrivent à regrouper autour de lui, qui va consciemment surfer sur les avantages matériels en attribuant davantage, par exemple en attribuant en fait, un salaire 3 fois supérieur à celui d'un ouvrier, pour en fait, se constituer un peu une base sociale soudée et déterminée à poursuivre en fait, cette politique thermidorienne pour conserver tout simplement ses privilèges. Troisièmement, dernier exemple, la réaction stalinienne va même en fait, toucher par la suite à la question du périmètre du parti. Pour asseoir en fait, son pouvoir, Staline va changer les critères d'adhésion du parti en faisant en fait, rentrer une masse de militants sans expérience, sans formation, qu'il appelle ironiquement la promotion Lénine. Lui, voilà.
cynique, et qui va devenir en fait une espèce de base un peu passive qui vote les deux mains, qui acquiesce en fait à ce que aux orientations en fait que donne la révolution stalinienne. Et c'est contre ça, en fait, que l'opposition à l'intérieur du parti va insister par la suite sur la nécessité, en fait, de former les militants, de leur donner tous les outils pour être en capacité de juger d'une politique et d'exprimer ces désaccords. C'est ce que je vous disais un peu aussi hier pour ceux qui étaient là, mais sur le fait qu'une certaine sélection dans l'organisation et une certaine formation garantit une certaine démocratie interne ensuite à l'intérieur de l'organisation, ce qui du coup va plus être le cas. Et donc on voit que même si il subit les offensives de la contre-révolution stalinienne, le parti aura été en fait tout du long le premier producteur un peu d'anticorps contre cette contre-révolution. Le corollaire de ça, c'est un peu que ça montre également que non seulement le parti ne porte pas la responsabilité de la bureaucratisation, mais qu'il a été un peu le champion de la lutte contre la bureaucratie montante. Et pour ainsi dire, le problème n'est pas tant qu'il y avait trop de partis ou trop de bolchevisme dans le parti, etc., mais c'est que il y en avait un peu trop peu pour lutter contre la réaction stalinienne. Donc, en conclusion de cette troisième et dernière partie, qu'est-ce qu'on peut un peu en retenir ? Que la prise du pouvoir par une couche bureaucratique, déjà, elle n'arrive pas tout de suite après la révolution d'octobre. Au contraire, ce qui suit cette révolution, c'est une vitalité démocratique qui est absolument inédite. Deuxièmement, que l'inversion des tendances à la propagation de la révolution, c'est quelque chose qui n'avait rien d'évident, qui n'avait rien d'inévitable du tout. Et troisièmement, que le devenir en fait stalinien du régime a été conquis de haute lutte contre sa direction révolutionnaire. Et l'autre conclusion, à mon avis, de cet épisode, c'est qu'il faut un peu se garder de l'idée qui est très commune, que les révolutions, elles commencent bien, mais qu'elles finissent mal. Et ce que montre un peu 1917, c'est que le devenir de la révolution, il est toujours entre les mains des hommes et des femmes, et que son sort, en fait, il n'est pas scellé d'avance. Pour conclure un petit peu cette séance, déjà, j'espère que vous voyez, je suis passée rapidement sur un certain nombre de choses, on va pouvoir ouvrir la discussion après, mais j'espère que ce parcours un peu que je vous ai fait à travers la Révolution, il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est un processus révolutionnaire, quel a été en fait le rôle respectif de l'auto-organisation des masses et de l'intervention du parti, et encore en fait d'autres leçons stratégiques que j'ai essayé de souligner en fait tout au long de ces deux exposés que nous enseigne 1917. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'en fait c'est une introduction, c'est des éléments que j'ai dû survoler aussi beaucoup, et mon pari finalement il aurait été un peu réussi si vous ressortez de ce topo avec l'envie d'en savoir plus, avec l'envie d'étudier par vous-même avec un regard critique, de ne pas me croire sur parole et d'aller lire. Je vous conseille évidemment les 2 tomes de la Révolution russe de Trotsky, mais pas que, en fait aussi lisez les historiens bourgeois, les différents points de vue qu'il y a là-dessus, etc. Mais peut-être un mot pour conclure. Ce qu'on a vu en fait au cours de ces 2 séances, ça peut sembler un peu aride, parce que je vous ai fait traverser une succession de champs de bataille. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, c'est que ces moments de lutte, c'est aussi des formidables élans de libération humaine, d'espoir, pour lequel on a aussi envie de se battre aujourd'hui. Et pour illustrer et ouvrir un peu sur cette idée, j'aimerais vous citer dans l'ouvrage du coup de John Reed, Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, un passage en fait qui montre ça. Et qui du coup, il écrit ça dans la période, c'est septembre-octobre, c'est juste avant l'insurrection. Il dit, au front, les soldats continuaient leur lutte contre les officiers et apprenaient dans les comités à se gouverner eux-mêmes. Dans les ateliers, ces incomparables organisations russes que sont les comités d'usine acquéraient l'expérience et la force et prenaient conscience de leur mission historique de lutte contre l'ancien ordre des choses. La Russie tout entière apprenait à lire. Elle lisait de la politique, de l'économie, de l'histoire.
car le peuple avait besoin de savoir. Dans chaque ville, presque dans chaque village, sur tout le front, chaque fraction politique avait son journal, quelquefois même plusieurs. Des milliers d'organisations distribuaient des centaines de milliers de brochures et en inondaient les armées, le village, les usines et les rues. La soif d'instruction si longtemps réfrénée devint, avec la Révolution, un véritable délire. Du seul Institut Smolny, donc c'était le QG un peu des organisations ouvrières, du soviet et des bolcheviks, sortirent chaque jour, pendant les 6 premiers mois, des tonnes de littérature qui, par tombereaux et par wagons, allaient saturer le pays. La Russie absorbait, insatiable, comme le sable chaud absorbe l'eau. Et non pas de grotesques romans de l'histoire falsifiée, de la religion diluée ou de cette littérature à bon marché qui pervertit, mais des théories économiques et sociales, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol, de Gorky. Et quel rôle jouait la parole ? Les torrents d'éloquence dont parle Carlyle à propos de la France révolutionnaire n'étaient que bagatelles auprès des conférences, des débats, des discours dans les théâtres, les cirques, les écoles, les clubs, les salles de réunion des soviets, les sièges des syndicats, les casernes. On tenait des meetings dans les tranchées, sur les places des villages, dans les fabriques. Quel admirable spectacle que les 40 000 ouvriers de Poutilov allant écouter les orateurs social-démocrates, socialistes révolutionnaires, anarchistes et autres, également attentifs à tous et indifférents à la longueur des discours. Pendant des mois, à Pétrograd et dans toute la Russie, chaque coin de rue fut une tribune politique. Dans les trains, dans les tramways, partout jaillissait à l'improviste la discussion. Nous nous rendîmes sur le front de la 2e armée, en arrière de Riga. Parce qu'à l'époque, du coup, le gouvernement provisoire avait continué la guerre. Des hommes hâves, pieds nus, dépérissaient dans la boue éternelle des tranchées. À notre approche, ils se dressèrent, les faces contractées, leurs peaux bleuies par le froid, paraissant à travers les déchirures des vêtements, et nous demandèrent avidement « Avez-vous quelque chose à lire ?» Voilà, du coup, sur ces mots, je vous invite à commencer la discussion et je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui.